Ce film retrace la vie des Sherpas du mont Everest, la montagne la plus haute du monde, dont le sommet culmine à 8850 mètres. Mais nous n'allons pas raconter l'histoire de la foule des alpinistes occidentaux qui chaque année partent à l'assaut de l'Everest pour assouvir leur désir de conquête. Voici l'histoire des Sherpas, ces hommes qui permettent à leurs clients de réaliser leurs rêves en portant leur chargement et en leur ouvrant le chemin du sommet. Au fil du récit de leur victoire, vous découvrirez comment les Sherpas se dévouent pour leurs clients, parfois au péril de leur vie. Mingma, mon frère, redescends-le à tout prix au-dessous du Hillary Step. Ne restez en aucun cas debout, sinon vous êtes en danger de mort tous les deux. On vous apporte un masque à oxygène, surtout ne restez pas debout. Sherpas, les vrais héros de l'Everest. Nos héros sont Norbu Sherpa, 29 ans, un jeune Sherpa de Katmandou. C'est très astreignant psychologiquement, physiquement. Ça nécessite beaucoup de force. Quand on est jeune, on a assez d'énergie, mais on ne peut pas exercer ce métier très longtemps. Lang Dorje, 42 ans, une légende vivante. Il a déjà conquis l'Everest à 13 reprises. Le revenu d'une seule expédition me permet de nourrir ma famille pendant une année. C'est pour ça que je fais ce travail. Dans le petit village de Tamo, à 3490 mètres d'altitude, c'est la fin du mois de mars. Le peuple des Sherpas a émigré du Tibet vers le Népal voici 500 ans. Ils parlent un dialecte tibétain. Ils vivent de l'agriculture et ont vite compris que les expéditions occidentales leur permettraient de gagner plus d'argent. C'est le cas de Lang Dorje que l'on voit ici en train d'aider son épouse au champ. Son père est mort jeune. Je connais peu de choses sur mon père. Il travaillait aussi dans le trekking. Ma mère restait à la maison et s'occupait du ménage. Nous avions aussi des yaks que nous emmenions l'été sur les hauts pâturages et qui passaient l'hiver avec nous. Ma mère vendait du beurre et des yaourts. Lang Dorje doit une partie de son succès à sa taille et à sa force. Ces 13 victoires sur l'Everest impressionnent autant le simple paysan que le moine bouddhiste. La religion bouddhiste tient une place importante dans la vie des Sherpas. Ainsi, le lama reçoit une petite offrande et une écharpe porte-bonheur. Dorje vit avec son épouse Pasang Tiki dans la maison de ses parents. L'argent gagné grâce aux expéditions leur permet d'envoyer leur fille à l'école à Katmandou. Ils espèrent que cela permettra à leurs enfants d'avoir une vie meilleure et peut-être même de s'établir à l'étranger. Lang Dorje souffre de n'avoir jamais reçu d'instruction. À la mort de son père, il a dû pourvoir aux besoins de sa famille. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que je n'ai pas pu étudier. Mes frères allaient à l'école, pas moi.
Moi, je devais surveiller les bêtes. Un jour, mon frère aîné a emmené mes 2 frères cadets à Katmandou et je suis resté seul à la maison. Personne ne m'a aidé. J'ai grandi parmi les yaks, sur les pâturages. Ensuite, je suis devenu porteur pour des groupes de trekking et j'ai noué des contacts avec différentes personnes. Ça m'a permis d'avoir une expérience dans cette profession. Et comme j'étais fort et malin, je suis parvenu à organiser mon travail. J'étais apprécié et on m'engageait volontiers. Ses 2 frères vivent aux États-Unis. Resté dans son village de Tamou, Lang Dorje y mène une vie simple. Aujourd'hui, les invités du mariage de sa nièce sont conviés dans sa maison. Les ascensions ont apporté à Dorje argent et célébrité. Katmandou, la capitale népalaise où vivent 1 200 000 habitants. C'est le centre politique et économique du pays. De nombreuses cultures et religions s'y côtoient et la ville abrite la plus grande stupa bouddhique du pays, celle de Bodhnath. C'est ici que vit Norbu Sherpa. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, sa famille l'envoie chez une tante à Darjeeling où il reçoit une bonne formation. Il tente ensuite de trouver du travail à l'étranger. Mais victime d'une bande qui lui vole tout son argent, il rentre à Katmandou. Finalement, il trouve du travail à l'agence de trekking appartenant à Sherpa Dorje, associé au guide de montagne suisse Kari Kobler. C'est plus facile de devenir guide de montagne lorsqu'on vient de Katmandou que quand on a grandi dans un village. À Katmandou, on a accès aux ordinateurs et on a beaucoup de contacts avec les étrangers. Mais il en a vite assez de passer sa journée devant un ordinateur. À force d'insister, il est autorisé à accompagner des expéditions. D'abord comme commis de cuisine, puis porteur d'altitude, climbing Sherpa comme on dit ici. Les climbing Sherpa qui vivent à Katmandou ont de belles opportunités pour gagner de l'argent et pour se forger un meilleur avenir. Norbu n'entend pas exercer cette profession dangereuse jusqu'à la fin de ses jours. Il a l'intention d'utiliser sa bonne réputation et l'argent gagné pour se former davantage. Dans la maison de Dorje se déroule une cérémonie que l'on célèbre avant chaque expédition, la puja. Les moines sont venus exprès du monastère voisin. Dorje ne partirait jamais pour l'Everest que les Sherpas appellent Chomolungma sans avoir organisé une puja. Pour nous, Chomolungma est une déesse. Nous la prions avant de commencer son ascension. Nous lui demandons sa permission et prions pour qu'il ne nous arrive rien. Une fois de plus, Lang Dorje prépare son sac. Il va être absent 2 mois. C'est la première fois que je pars avec une expédition suisse et Kari Kobler. Je me réjouis. Bonne chance et prends soin de toi. Oui, toi aussi. Ménage-toi. J'y vais. Sois prudent. L'épouse de Dorje se retrouve seule à la maison.
Je me fais du souci quand la météo n'est pas bonne. Chaque fois que quelqu'un passe, je cherche à avoir des nouvelles de Dorje. Quand la personne n'en a pas, j'ai toujours peur qu'on me cache de mauvaises nouvelles. En ce qui me concerne, je me sentirai bien le jour où il sera revenu. À la fin du mois de mars 2008, Kari Kobler, le guide et chef d'expédition suisse, débarque à l'aéroport de Katmandou avec un groupe d'alpinistes. Ils sont accueillis par Lang Dorje et d'autres Sherpas. Ça fait 8 ans que Kari Kobler dirige des expéditions vers l'Everest. Lui-même est déjà parvenu 3 fois au sommet. Cette fois-ci, son groupe comprend 9 alpinistes. Chacun d'entre eux a payé la coquette somme de 40 000 francs pour conquérir l'Everest avec l'organisation de Kari Kobler. Lang Dorje en profite pour dire adieu à sa famille de Katmandou. La rencontre a lieu dans la maison de sa sœur. C'est ici que ses filles vont à l'école. La plus jeune est novice dans un monastère. L'aînée fréquente une école privée. Je suis étudiante et quand le professeur de l'école demande quelle est la profession de mon père, je réponds qu'il est guide de montagne. Quand mon père arrive au sommet, je suis heureuse. Quand je parle du métier de mon père, je suis fière. Chaque matin, je prie pour que mon père réussisse ce qu'il entreprend et rentre sain et sauf à la maison. Les adieux sont toujours émouvants. La crainte que le père ne revienne pas est très présente. Entre-temps, le groupe emmené par Kari Kobler s'apprête à se poser à Lukla. Situé à 2860 mètres, ce village est le point de départ de toutes les expéditions pour l'Everest. C'est aussi de là que partiront les 2 guides valaisans Meinrad Bittel et Patrick Sbrun. Sans protection, le soleil te grille la tête. Pour moi, c'est la concrétisation d'un rêve d'enfant. Ça fait exactement 30 ans, j'avais 15 ans, que Messner et Abler ont vaincu l'Everest sans apport d'oxygène. À l'époque, je connaissais par cœur les comptes rendus de l'expédition. J'en garde des souvenirs inoubliables. Ils sont encore présents aujourd'hui. À ma première course en tant que guide, il y a 25 ans, je me suis dit qu'un jour, je me tiendrais à 8000 mètres. C'est un rêve que j'avais. Et ces 2 dernières années, les choses se sont précisées. J'ai pensé, pourquoi ne pas m'attaquer d'emblée à l'Everest? Parce qu'en gravissant les différentes étapes, j'arriverai à 8000 mètres. Et si une fois à cette altitude, j'ai encore l'énergie et que j'arrive au sommet, ce sera la cerise sur le gâteau. De Lukla, les membres de l'expédition poursuivent leur voyage à pied. 7 jours de trekking à travers la terre des Sherpas, le Solukhumbu. Ici, il n'y a ni voiture ni route. Les marchandises sont transportées à dos de porteurs ou de yaks. De même pour le matériel de l'expédition. Le jour suivant, les participants passent sous l'arche indiquant l'entrée du Sagarmatha National Park. Sagarmatha signifie Everest en népalais.
Arrivés à 3000 mètres d'altitude, ils aperçoivent pour la première fois leur objectif. Le sommet de l'Everest. Là, au pied de la montagne, à 3500 mètres d'altitude, les premiers Sherpas arrivent. Ce groupe qu'on voit progresser sur la montagne est particulier. Il s'agit d'Angnima Sherpa et de son groupe de docteurs de la cascade de glace. Leur lieu de travail, l'immense et en apparence infranchissable cascade de glace du Khumbu, la porte de l'Everest. Ces Sherpas sont chargés de préparer une voie pour faciliter le passage des expéditions. Pour se protéger des dangers, les Sherpas célèbrent une puja avant de commencer leur travail. Équipés d'échelles et de cordes, ils partent à l'assaut du labyrinthe de glace. Leur surnom de docteur de la cascade de glace leur a été donné par 2 vétérans de l'Everest. Ils nous ont observés pendant qu'on travaillait. On pose des échelles, on pose les vis à glace, on les fixe avec des marteaux et puis on met les cordes en place. Peut-être qu'ils ont estimé que notre travail ressemblait à celui d'un docteur. Avant, nous étions des ouvriers du glacier, mais maintenant, tout le monde nous appelle docteur de la cascade de glace. Avant qu'un alpiniste occidental ne pose un pied sur le glacier, les Sherpas de l'équipe d'Angnima commencent leur travail. Selon les estimations, le glacier bouge de 30 cm à 1 mètre par jour. La cascade de glace, c'est comme du pop-corn. Au-dessus, c'est recouvert de neige et au-dessous, c'est le vide. En différents endroits, on peut même entendre des bruits qui font penser à un écho. Dans ce cas, on sait que la glace se brisera à cet endroit quelques jours plus tard. Angnima connaît la cascade de glace comme personne. Depuis 1975, avec son équipe, il est contraint de tracer chaque année une nouvelle voie entre les fissures, aussi hautes que des maisons. Ce passage est sûr. Pose-la là-bas. Après, on verra. Namche Bazar, 3400 mètres d'altitude. C'est l'endroit le plus important de la région de Solo-Khumbu, un village de montagne où l'on trouve de nombreux commerces, une boulangerie allemande, un café internet et des échoppes pour touristes. On le surnomme aussi le Petit Zermatt. Les membres de l'expédition s'y arrêtent une journée pour s'habituer à l'altitude. C'était au service militaire? Oui, c'était en 1995. Ensemble, ils montent en direction d'un extraordinaire panorama de montagne, dont l'escarpé Amadablan. Les Valaisans sont saisis d'une bouffée de nostalgie. Nom d'un chien. Incroyable. C'est pas possible. Il est incroyable, cet Amadablan. On se croirait chez nous. Chez nous, c'est encore plus beau. Bon, d'accord. Chez nous, c'est pas mal non plus. Et, surplombant toutes les autres, l'Everest. Le guide de montagne Richard Bolt explique les particularités du mont Everest. À cet endroit, ça souffle et juste à côté, il y a comme un engorgement. Ah oui, c'est ça. C'est tout à fait caractéristique. Incroyable. C'est incroyable. Longue Danger, tu es monté 13 fois sur l'Everest? Oui, Tu l'as fait quand ta première ascension? en 1992, le 15 mai.
Tu comptes y monter une 14e fois avec nous? Oui. Incroyable. Au pied de l'Everest, le travail de préparation des docteurs de la cascade se poursuit. Angnima cherche une voie sûre. Il progresse lentement et prudemment. Le risque de chuter dans une crevasse cachée est bien réel. Angnima, tu n'as pas trouvé de voie? Non, de ce côté, c'est dangereux. Le passage de l'autre côté est meilleur, même s'il est plus long. De l'autre côté, une échelle suffit, alors qu'ici, il en faudrait 5 reliées entre elles. En quelques jours, ces hommes vont poser environ 60 échelles et 3500 mètres de corde. Mais ce travail laisse des traces. Angnima se réveille souvent la nuit suite à des cauchemars provoqués par la cascade de glace. Au camp de base, à 5340 mètres d'altitude, des yaks et des porteurs chargés de matériel arrivent pour les différentes expéditions. Aujourd'hui, on en attend 41. Les Sherpas de l'expédition de Kari Kobler sont occupés à creuser la glace. Ils aménagent une surface pour le campement. Ensuite, ils peuvent monter les tentes prévues pour l'expédition. Elles constitueront le nouveau foyer des alpinistes occidentaux. L'expédition suisse progresse à pied vers le camp de base. Le long du chemin, des Sherpas ont installé des stands de souvenirs. On dirait presque les clochettes de nos chèvres. Les Valaisans sont impressionnés par le mode de vie modeste des Sherpas et par leurs croyances profondément enracinées. Tengboche, à 3860 mètres, abrite le temple bouddhiste le plus important de la vallée. L'occasion de se recueillir quelques instants. Le monastère a entièrement brûlé 2 fois. C'est pour ça que vous ne chauffez plus en hiver? Oui, Il doit vraiment faire très froid. nous étudions. Trop froid pour moi. Mais vous habitez tout en bas. Alors que nous vivons en altitude. Notre sang est plus fort. En plus, je suis jeune et vigoureux. Il faut que je rentre maintenant. Nous pourrons continuer à parler plus tard. Tu as entendu? Depuis que le monastère a brûlé en 1988, il ne chauffe plus en hiver. Il fait moins 20. Incroyable. J'imagine parfaitement qu'en étant assis là-dedans à prier pendant des heures, ils arrivent à s'abstraire de la réalité. Oui, ils ne ressentent plus le froid. Au camp de base, les préparatifs se poursuivent. Kari Kobler, le chef de l'expédition, est arrivé et vérifie le montage des tentes. Les Sherpas dressent plusieurs grandes tentes entre les blocs de glace. Celle-ci contiendra le matériel.
Le travail dans la cascade de glace se poursuit, lui aussi. Vas-y, tire plus fort. Ouais, tire plus fort. Ils ont atteint l'endroit le plus dangereux. On l'appelle la digue. Pour y arriver, ils ont dû relier 5 échelles entre elles. Une fois que vous l'aurez relié, il faudra la hisser par là. Derrière, j'aperçois un énorme trou. Monte et regarde quelle taille il a. La crevasse est très grande. Quand on sera de l'autre côté, on le saura. Si on n'y arrive pas, il faudra remporter tout le matériel et chercher une autre voie. Bientôt, des centaines d'alpinistes passeront par les échelles posées par Angnima et ses hommes. Sans elles, la plupart des aspirants à la conquête de l'Everest n'auraient aucune chance d'y parvenir. Plus bas dans la vallée, Langdorje et Norbu emmènent les membres de leur expédition dans la maison du lama Getche à Pangboche. Ils s'apprêtent à bénir tous les alpinistes. Même le jeune Norbu, Sherpa de la nouvelle génération, ne partirait jamais sans une bénédiction. C'est une cérémonie qui se fait depuis de nombreuses années. Je suis profondément croyant, même si je suis éduqué et que je vis à Katmandou plutôt que dans un village. D'ailleurs, je pratique ma foi en ville. Je suis très croyant. Avant la cérémonie, Lama Geshe distribue à Langdorje et Norbu des cartes qui porteront chance à l'expédition. Chacun d'entre vous recevra une carte comme celle-ci. De nombreuses personnes ont emporté une de ces cartes jusqu'au sommet et se sont fait photographier avec. Il y en a une pour chaque alpiniste. Je vous demande de la prendre et de la porter sur vous durant l'escalade. Merci. Sur l'Everest, la vie et la mort se côtoient. Ainsi en témoignent ces monuments commémoratifs à Dougla. Ils ont été érigés en souvenir de tous ceux qui y ont laissé leur vie. Jusqu'à ce jour, l'Everest a fait plus de 200 morts, de nombreux alpinistes occidentaux, mais aussi des Sherpas. Cette fois encore, un membre de l'expédition va le payer de sa vie. Ces édifices nous rappellent les morts. Après la crémation, les familles apportent un petit morceau d'os du défunt et le mélangent à de l'argile. Ensuite, elles se rendent chez le lama et avec la glaise, elles façonnent une statue et font une offrande.
Puis elles construisent un monument comme ceci, pour y déposer les cendres et la statue du défunt. Ces édifices nous incitent à la prudence et nous rappellent que chacun peut connaître un sort identique. Gianni Goltz était Sinois. Il a déjà gravi 6-8 000. Comment tu te sens? Bien, vraiment bien. C'est très beau ici. C'est beau. Après 7 jours de marche, les alpinistes arrivent au camp de base. Dans l'intervalle, celui-ci s'est transformé en un immense campement. En cette année 2008, 41 expéditions sont rassemblées ici. Entre les alpinistes, les Sherpas et les divers assistants, cela fait 1000 personnes. À elle seule, l'expédition de Kari Kobler emploie 15 Sherpas. J'aimerais vous présenter l'équipe qui va nous aider à gravir la plus haute montagne du monde. Je commence de ce côté. Dorje, il est déjà arrivé 13 fois au sommet de l'Everest. Angelu, il parle allemand. Mingma, l'un de mes plus anciens Sherpas. J'ai gravi plusieurs fois l'Everest avec lui, notamment l'an passé. Tendi, Wangchu, il a déjà travaillé plusieurs fois pour nous. L'an passé, il nous a accompagnés au Pakistan, ainsi que sur le Satopant. C'est l'un de nos plus fidèles collaborateurs, ainsi que Norbu, qui fait aussi partie de notre équipe de choc. Je souhaite que grâce à eux, nous réussirons à vaincre l'Everest. Merci beaucoup. Selon quels critères Kari a-t-il composé son équipe ? Il faut respecter quelques facteurs importants, notamment toujours employer au moins 2 hommes venant de la même région. Par exemple, 2 hommes venant du Makalu. C'est une sorte de règle ancestrale. Ils veulent toujours être au moins 2. S'il arrive quelque chose à l'un d'entre eux, l'autre peut apporter son soutien à son compagnon ou à sa famille. Voilà pourquoi c'est important qu'ils viennent de la même région. Ensuite, il faut choisir des hommes forts, vigoureux. Tant pis s'ils ne parlent pas l'anglais. Ils portent le matériel. Ce sont les moteurs de l'équipe de Sherpa. Ensuite, il y a ceux qui réfléchissent, qui sont chargés de coordonner le travail. Et puis il y a ceux qui sont marrants, qui racontent des plaisanteries, qui mettent une bonne ambiance dans le groupe. Dans les semaines à venir, les Sherpas vont installer d'autres camps à partir du camp de base. Le camp 1 à 5900 mètres, le camp 2 à 6400 mètres, le camp 3 à 7300 mètres et le camp 4 à 7900 mètres. Ils vont monter et redescendre et ainsi gagner de l'argent. Leur salaire est négocié avant leur départ au camp de base. Kari Kobler leur verse un premier salaire de $2000, auquel s'ajoute ensuite la prime à la performance. Selon le nombre de trajets qu'un Sherpa effectue jusqu'à un camp d'altitude et selon la charge qu'il porte, son salaire peut être nettement plus élevé. Norbu, le jeune chef des Sherpas, traduit les propositions de Kari. Les Sherpas ont leur propre estimation de leur travail. S'ensuivent des négociations serrées, comme au bazar. Demandons un salaire de base plus élevé. D'autres groupes payent $2200, alors négocions. Oui, on devrait négocier. Et le salaire pour les camps intermédiaires? On devrait demander plus pour le camp 3. Nous n'irons qu'une fois au camp 3. C'est ainsi qu'ils négocient leur salaire pour chaque camp d'altitude. Ok, vous voulez 50 et moi je propose 40. Je suggère qu'on coupe la poire en deux, 45. Tout le monde doit être satisfait. Toi, lui et moi. Je ne veux pas que vous soyez mécontents. 45, ça vous va? Ensuite, pour le camp 3, on dit 35?
Combien pour le camp 4? Pour mon dernier prix pour le camp 4, 120. Tout le monde sait que c'est un travail difficile. Pour le camp 4, c'est très dur. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Le plus dur dans les négociations, c'est lui. Pour cette expédition, un Sherpa gagne entre 4 500 et 5 500 $ selon les prestations qu'il fournit. J'attends des Sherpas qu'ils collaborent, qu'ils soient comme une structure autonome que j'ai formée au fil des ans. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ce que j'attends d'eux. Je dois dire que maintenant, ça fonctionne formidablement bien. Au cours des 2 prochains mois, un Sherpa comme Lang Dorje va gagner le double du salaire annuel d'un instituteur à Katmandou. En contrepartie, il fournit un travail quasi surhumain et il risque sa vie. Lang Dorje est-il satisfait des négociations? Oui, ça s'est bien passé. On a eu les primes qu'on voulait. Tous mes collègues sont satisfaits. Durant les 60 prochains jours, les Occidentaux et les Sherpas formeront une seule et même communauté. Les Sherpas bénéficieront toutefois d'un espace de liberté dans leur tente de cuisine où leur cuisinier préparera uniquement des repas népalais, comme ici du dido, un mets à base d'orge. La tente est un lieu de détente. On y mange, discute et plaisante à l'écart des alpinistes occidentaux. Les membres de l'expédition ont leur tente et leur cuisine. À 5340 mètres, ils sont bien installés. La tente est chauffée et chaque soir, le cuisinier et sa brigade de serveurs Sherpa les surprennent avec un menu composé de 3 plats. Des plats conçus pour plaire aux convives. Ce soir, pommes frites et raviolis vapeur. Bon appétit. L'objectif commun de tous les membres de l'expédition, l'Everest. Nous avons du respect pour l'Everest. C'est notre mère. Si cette montagne n'existait pas, imaginez la vie que nous aurions. Nous considérons la montagne comme un symbole divin. Nous lui chantons une chanson dont les paroles disent « Je suis venu à toi, je t'en prie, aime-moi ». Nous récitons régulièrement le mantra de la compassion « Om Mani Padme Hum ». Le 17 avril 2008 a lieu une puja bouddhiste au camp de base. Dans le calendrier des Sherpas, c'est la journée du bonheur et de la chance. Ce jour-là, on bénit les piolets et les fers à escalader. Un lama guide de montagne dirige la cérémonie en psalmodiant des mantras. Des offrandes sont faites pour adoucir les dieux. Durant cette cérémonie de 2 heures, les Sherpas tendent des drapeaux de prière au-dessus du campement. Le vent est chargé de disséminer les prières à tout vent pour leur porter chance. S'ajoutent à cela des offrandes terrestres et matérielles destinées au lama. Cette cérémonie, elle aussi, a son prix. Pour conclure la puja, les participants lancent en l'air de la farine.
Ces derniers jours, j'étais pas très en forme, mais la cérémonie a enfin eu lieu. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Je suis content. J'espère qu'il n'arrivera rien. On prie pour qu'il n'arrive rien de grave. À vrai dire, c'est ça l'essentiel. Mais cette année, beaucoup de choses sont différentes. Nous sommes en 2008 et les Chinois veulent faire monter la torche olympique sur l'Everest. Des hélicoptères militaires népalais atterrissent au camp de base. Des soldats sont chargés de veiller à ce qu'aucune action anti-chinoise ne survienne à l'Everest. Le Népal plie face aux pressions politiques exercées par son grand voisin, la Chine. Au cours d'une réunion, les 500 alpinistes présents se voient interdire l'accès à la montagne. Aucun d'entre eux n'est autorisé à monter plus haut que le camp 2 avant que les Chinois n'aient atteint le sommet. Les soldats y veilleront. Les expéditions en prennent acte et se préparent à monter vers les 2 camps d'altitude qui leur sont autorisés. On commence par la répartition de l'immense quantité de nourriture. Chacun d'entre vous va recevoir un sac. Plus tard, on vous en donnera un deuxième. Comme Patrick Sboon, les participants reçoivent un sac qu'ils remplissent de leurs effets personnels qu'ils vont confier aux Sherpas. C'est pas assez. Nous avions compté 12 kilos par personne. Nous allons leur donner un deuxième sac pour leurs effets personnels. Je les pèse tous pour connaître leur poids exact. Le premier objectif est le camp 1 à 5900 mètres. Le chemin depuis le camp de base passe par la cascade de glace. À 3 heures du matin, les Sherpas se mettent en route. Ainsi va la vie des Sherpas. C'est comme ça. Mais ils ne sont pas seuls. Les Sherpas de toutes les expéditions se mettent en route pour monter le matériel des alpinistes au camp 1. Tous suivent la voie tracée par les docteurs de la cascade de glace. Le matin à 5 heures, on assiste déjà au premier bouchon. La montée est difficile. Même pour des Sherpas expérimentés comme Norbu, ce n'est pas facile de transporter des charges de plus de 20 kg à plus de 5500 mètres d'altitude. Un peu plus tard, les membres de l'expédition se mettent en route. Au début de la cascade de glace, comme cela leur avait été signifié, leur identité est contrôlée par les soldats népalais. L'un d'eux note minutieusement le nom de chaque alpiniste pour connaître précisément l'heure et le jour de son ascension et celui de sa descente. Mais il en faut plus pour troubler nos 2 valaisans. Pour la première fois, ils s'avancent sur les échelles posées par les docteurs de la cascade de glace. Même pour les guides de montagne valaisans, c'est une épreuve de courage. Un faux pas pourrait avoir des conséquences fatales. Parfait. C'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Avec prudence et concentration, ils avancent à cette altitude inhabituelle.
Après 3 heures d'ascension, les Sherpas arrivent au camp 1, à 5900 mètres. Ils montent les tentes pour leurs clients dans ce camp de haute altitude destiné à leur acclimatation. Plante bien les sardines aux 4 coins. Les Sherpas arriment les tentes, déposent le matériel et redescendent au camp de base pour remonter d'autres sacs. Langue d'Orgé également. Dans la cascade de glace, à 5800 mètres d'altitude, la situation devient tendue pour les participants de l'expédition Kobler. Des grimpeurs inexpérimentés barrent le passage sur les échelles. Prudemment, nos alpinistes s'engagent. Ils croisent les premiers Sherpas en train de redescendre. Voici ce que tous redoutaient, un embouteillage à plus de 5800 mètres. Mais à leur arrivée au camp 1, toutes les tentes sont dressées et leurs effets personnels sont sur place. Il est pas mal aussi, hein? Patrick et Meinrad jettent un coup d'œil sur le Lhotse. Ils s'apprêtent à redescendre au camp de base. Contrairement aux autres, ils ne séjourneront que plus tard au camp 1. Dans la cascade de glace, Anglima et ses docteurs doivent poser de nouvelles échelles et d'autres cordes. Les centaines de personnes qui empruntent le passage pour monter ou descendre font constamment bouger les masses de glace. C'est de la folie, ces crevasses. Aujourd'hui, nous avons essayé un nouveau chemin. La chaleur provoque des avalanches assourdissantes. Faut faire gaffe à pas se prendre une avalanche dans la figure. Patrick et Meinrad arrivent sains et saufs au camp de base. C'est quand même stressant. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. C'est aller plus vite pour redescendre. Les échelles n'étaient pas bloquées. Ah, il y en avait 2. 2 touristes. Oh, ces deux-là. Ils montaient comme ça. À certains endroits, il leur fallait un quart d'heure pour monter une échelle. Vraiment? Ils étaient 2, un couple. C'était pas possible. Non, c'était dangereux. Mes gamins se débrouillent mieux qu'eux. C'était hyper dangereux. Et ils ne laissaient pas passer. C'est pire qu'au Cervin. Ces 6 prochaines semaines, les Sherpas vont travailler sans interruption. À peine revenus au camp de base, ils s'occupent du matériel qu'ils achemineront durant les prochains jours au camp 2. Norbu est revenu lui aussi. Répartissons les charges. Commençons par le matériel des membres de l'expédition. Puis les vis à glace, les cordes et enfin les pitons. J'aime être dans les montagnes et arriver au sommet. Le début d'une expédition, c'est la partie la moins agréable. Il y a beaucoup de travail pénible. Monter le matériel, dresser les tentes, c'est l'aspect le plus difficile de notre travail. Dans le prochain épisode, les Sherpas dressent le camp 2 à 6400 mètres d'altitude. Langue d'Orgé souffre. J'ai très mal à la tête.
Quand je me penche en avant, j'ai l'impression que je vais tomber. Norbu est très sollicité. Les Sherpas font une macabre découverte au camp 2. « 40 expéditions partent en même temps et créent des embouteillages à l'Everest. À voir dans le prochain épisode de la série Sherpa, les vrais héros de l'Everest.